Salut, fans de sport, étudiants universitaires, collégial, bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin sportif, le podcast. Merci d'être là. Je commence tout de suite en vous parlant de ce qui s'en vient, parce que ce qui s'est passé, j'ai écrit un paquet d'articles là-dessus et où je vais en écrire, dépendamment au moment où vous écoutez ou regardez ce podcast. Sur le site bulletinsportif.ca, vous allez retrouver ou vous allez être en attente de retrouver prochainement des textes qui vont vous parler de basket et de volleyball collégial. Basket collégial, il reste une fin de semaine avant qu'on entre dans les éliminatoires. Donc, quelques petits scénarios possibles. On regarde tout ça. Volleyball, volleyball collégial D1, c'est les championnats provinciaux masculins et féminins en fin de semaine à Lionel-Groulx. Je fais le tour de ça. Mais les forces en présence, l'analyse des forces en présence dans l'article au complet. Allez lire ça, s'il vous plaît, puis il faut les encourager. Je vous invite fortement à regarder ça. Essayez d'être sur place à Sainte-Thérèse, à Lionel-Groulx. Sinon, il y a évidemment RSEQ.direct toujours pour vous offrir tous les matchs. Donc voilà, ça c'est au niveau du basket collégial, volleyball collégial, hockey collégial. Hockey collégial féminin et universitaire, évidemment, féminin. On va parler de tout ça avec Léa McIntyre. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Elle sera là pour faire le tour de tout ça. C'est les éliminatoires qui commencent au niveau du niveau universitaire, les demi-finales. Fait qu'on fait le tour de tout ça avec elle. Hockey universitaire masculin. Les éliminatoires sont commencés. En fait, les quarts de finale dans l'Est de l'OUA, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est là qu'évoluent nos équipes québécoises. Dans l'Est de l'OUA, la quart de finale, je vais essayer de revenir là-dessus. Quart de finale, Concordia, qui a éliminé Queens. Ils n'avaient pas battu Queens une seule fois cette saison, mais ils l'ont fait au bon moment. 2 victoires, dont la dernière en prolongation, qui leur permet de se rendre en demi-finale. Et en demi-finale, ça commence ce soir, c'est-à-dire mercredi soir. Donc, encore une fois, dépendamment quand vous écoutez, ça sera peut-être passé. Sinon, c'est tantôt à McGill, les rivaux éternels que sont les Redbirds de McGill. Donc, ça va être Stingers de Concordia contre Redbirds de McGill en demi-finale. Et l'autre demi-finale universitaire masculine de hockey dans l'Est de l'OUA, ce sera Ottawa, les GGs, contre les Patriotes de l'UQTR, ce qui fait en sorte qu'on est sûr d'avoir une équipe québécoise en finale de l'Est de l'OUA. Maintenant, ça reste à voir si on va en avoir 2. Donc, McGill Concordia, une de ces deux-là va être là. Sinon, l'UQTR devra battre Ottawa pour y arriver. Donc, tout ça, encore une fois, des textes qui vont être mis là-dessus. Ça s'en vient. Je vous parle de volleyball universitaire. Là aussi, demi-finale provinciale, ça commence. Chez les femmes, Laval contre Montréal, Sherbrooke contre McGill. Regardez ça, ça commence vendredi, ça se poursuit samedi et si besoin, on s'en va dimanche. Ce sont des 2 de 3. Vous aurez évidemment compris ça. Chez les hommes, Montréal contre Sherbrooke. Sherbrooke, saison parfaite, on s'en souvient. Et on a également UNB qui sera contre Laval. UNB, Université du Nouveau-Brunswick contre Laval. Les favoris sont Sherbrooke, évidemment. Laval devrait être favori contre UNB, mais il faut encore jouer les matchs. On a hâte de voir si on peut avoir une finale Sherbrooke contre Laval. Je ne veux pas éliminer Montréal trop vite non plus parce que Montréal, malgré leurs difficultés pendant la saison, ils ont donné un peu de fil à retordre la dernière fois qu'ils ont affronté Sherbrooke. Il y a quelques fins de semaine de cela. Et je termine en vous parlant, je vous ai parlé de hockey masculin universitaire, féminin, ça s'en vient avec Léa, je vous l'ai dit. Hockey collégial, féminin, même chose, on en parle avec Léa. Masculin, je vous invite à surveiller les matchs qui s'en viennent. Thetford, Sorel, et ainsi que Alma contre la Flèche, ça se passe dimanche après-midi, fait que vous suivrez ça. Donc, voilà, c'est ce qui fait pas mal le tour. Ah, j'ai oublié le basket. Basket collégial, j'en ai parlé. Basket masculin universitaire. En fin de semaine, ce qui est important, c'est de savoir, c'est la dernière fin de semaine de la saison régulière. Concordia, UQAM, samedi, c'est ultra important. C'est le match qui va déterminer qui termine premier au classement chez les gars. On sait que Bishops et Laval sont déjà qualifiés pour les demi-finales. En fait, Concordia, UQAM aussi, c'est juste pour savoir qui va jouer contre qui. C'est important si l'UQAM bat Bishops mercredi soir. Donc, ça voudrait dire que Concordia doit gagner par plus de 19 points.
Et si jamais l'UQAM perd contre Bishops, alors c'est simplement le gagnant de Concordia contre l'UQAM qui termine numéro 1. Chez les femmes, les matchs n'ont vraiment aucune importance sur le classement. Donc, on se parlera de tout ça la semaine prochaine. On risque d'avoir fortement des très grosses chances. Brian Jean-Baptiste qui fera un retour dans le monde du basket pour venir nous raconter un peu tout ce qui est à analyser, à comprendre avant les éliminatoires. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Je reviens sur notre portrait de la semaine. Léa, je vous l'ai déjà dit 12 fois, je vais leur dire 22 fois. Léa, dans quelques minutes, mais aussi, je pense que ça, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous allez être bien content d'avoir. On a une entrevue avec le nouveau coach de l'équipe de football des Redbirds de McGill, Alex Surprenant. Une demi-heure avec lui, on jase de ce qui s'en vient pour lui, où est-ce qu'il en est. Juste, il vient de prendre son poste. Il vient d'entrer en fonction. Donc, il est encore en train de gérer comment fonctionne son ordinateur. Et malgré tout, il a pris le temps de venir nous exposer ce qu'il voit, ce qu'il entrevoit pour son équipe, où est-ce qu'il en est. Et surtout, le défi et le grand défi qui s'annonce devant lui de ramener les lettres de noblesse du côté de McGill dans leur programme de football. Une très intéressante discussion avec Alex Surprenant. Donc, je vous laisse là-dessus. Chers amis, bonne écoute et merci toujours d'être là. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Parler de hockey féminin collégial universitaire. On vient de finir la saison régulière de hockey universitaire. Donc on va parler de ça. Salut Léa. Salut. Ouais, c'est ce que je dis. On finit la saison de hockey universitaire. On n'a pas le choix de parler de ça. Ça se termine avec une victoire de 2-0 des Stingers contre les Carabins. Donc, les Carabins n'ont pas été capables d'empêcher les Stingers de finir avec une fiche parfaite en saison régulière de 25-0. Un exploit quand même extraordinaire. Il faut souligner quand même le quatrième jeu blanc d'Ariane Leblanc, qui, bon, un nom prédestiné. Quatrième jeu blanc pour elle cette saison, qui permet, comme je dis, aux Stingers de finir 25-0. Quel bel exploit quand même. On a déjà vu McGill le faire, mais il faut le souligner à chaque fois que ça arrive. Exact, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à atteindre. Surtout, là, on commence à avoir une belle parité dans les équipes. Là, je dis ça, on a une équipe qui finit 25-0, mais les équipes ne sont pas si loin l'une de l'autre. Donc, de réussir à le faire, bravo. Il n'y a rien qui est surprenant là. On en a parlé toute l'année ensemble. Rien de surprenant, mais il fallait quand même le faire. Donc, félicitations aux Stingers, toute l'équipe d'entraîneurs aussi. Je sais qu'ils ont travaillé fort pour atteindre cette fiche-là. Puis comme tu dis, Ariane Leblanc, une recrue, c'est une joueuse qui a joué son hockey à Stansted. Donc, elle a fait juste un grade 12. Donc, elle rentre à l'université très jeune. De l'avoir réussi à avoir ces performances-là à cet âge-là, c'est vraiment le fun. Puis, c'est un élément qui est quand même extraordinaire. Tu le mentionnes, c'est ça, c'est une recrue. Elle arrivait là, oui, il y a Jordan Verbeek qui est là, mais il y a quand même, tu sais, elle est arrivée, elle a fait son tour, elle jouait son match, je pense qu'elle splittait pas mal les matchs pendant toute la saison. Fini non seulement avec 4 jeux blancs, ce qui est un sommet dans la ligue, 946 de taux de réussite. Tu sais, il faut le faire. C'est pas comme si elle recevait. Oui, les Concordia accordent très peu de tirs, mais bon, en même temps, elle fait les arrêts. Là, quand tu arrêtes pratiquement 95% de tes tirs, ça veut dire si l'équipe accorde 20 tirs, ben écoute, tu accordes juste un but, là, veux pas, à un moment donné, ça aide beaucoup. Puis avoir une gardienne recrue comme ça, qui est solide, parce qu'il y a une pression d'arriver avec une équipe qui est excellente. Tu ne veux pas être le maillon faible de cette équipe-là puis l'empêcher d'avancer. Visiblement, Ariane Leblanc, pas de problème de ce côté-là. Exact. Puis tu sais, elle avait des grosses chaussures à chausser là, après le règne de Alice Fulbert, qui a tellement été bonne avec les Stingers, d'arriver, comme je disais, à un jeune âge. Tu sais, c'est une recrue qui est pas mal plus jeune que, par exemple, Jade Rivard-Coulombe, qui est recrue aussi à McGill. Mais elle a aussi. Exact. Donc, d'arriver de faire sa place, tu sais, on l'a vu dominer au niveau plus jeune. Puis là, c'est pas une surprise pour moi de l'avoir dominé comme ça. Puis comme tu dis, c'est pas l'équipe qui reçoit le plus de lancers, mais est capable de faire les arrêts clés au bon moment pour garder son équipe dans le match. Puis
c'est sûr qu'elle a contribué grandement à la fiche de 25-0. Là. Avant qu'on embarque dans les affrontements en demi-finale, je voulais quand même en jaser avec toi. Est-ce que Ariane Leblanc, dans ce contexte-là, peut viser, peut-être qu'elle personnellement ne le vise pas, là, parce que c'est peut-être pas important pour elle, mais est-ce qu'elle peut viser le titre de recrue de l'année quand on a une Gabrielle Santerre de Bishops qui finit première au classement des compteuses, quand on a sa coéquipière Émilie Lucier qui est troisième compteuse de la Ligue, première compteuse des Stingers de l'équipe numéro 1. Ça m'amène à avoir la discussion qui mérite le titre de recrue de l'année, mais est-ce qu'Ariane Leblanc a son mot à dire? Puis tu parlais de Jade Rivard-Coulombe. Moi, c'est une fille que je trouve qui a tellement donné une chance à McGill souvent d'être dans le match, même si elle n'a pas gagné souvent. Ça reste des performances au niveau vraiment juste individuel qui sont remarquables. Est-ce que c'est suffisant pour peut-être aller chercher un titre comme celui-là devant Santerre puis Lucier? Même si, personnellement, je pense que Santerre est en avant de tout le monde à cause de ça, mais bon, dans cette catégorie-là. C'est une bonne question. Je pense que ces chiffres font en sorte que oui, elle pourrait être dans la discussion. Mais j'ai l'impression que Gabrielle et Émilie sont tellement loin devant que ça va être dur d'entrer dans la course. Surtout, si on regarde Émilie qui est dans la même équipe qu'elle, ça aussi, ça peut avoir un impact. Je regarderais peut-être plus pour goaler de l'année, pour Ariane, à cause que Émilie et Gabrielle sont loin devant, parce que sinon, c'est sûr qu'en temps, une saison sans Gabrielle et sans Émilie, c'est sûr qu'Ariane serait dans les discussions. Là. Elle a tellement eu des bonnes statistiques cette année. Mais c'est ça. Je pense que le goaler de l'année, c'est quelque chose qui est très réaliste pour elle, là, plus que la recrue. Oui, c'est ça, parce qu'elle veut pas. On a beau dire, les personnes qui ont de la production offensive vont toujours passer en avant, surtout dans une circonstance comme celle-là, mais ça me permet de répéter pour la X et millième fois à quel point c'est extraordinaire de voir des Émilie Lucier et des Gabrielle Santerre continuer à jouer leur hockey chez nous au lieu d'aller aux États-Unis. Elles arrivent ici comme elles sont recrues, puis déjà... je ne veux pas dire prennent le contrôle, mais disons, font leur place elles font plus que leur place. Là. C'est vraiment des joueuses, des grandes vedettes déjà de la Ligue universitaire au Québec, puis même, je pourrais dire, au Canada. Oui, ils ont tellement dominé dans le circuit collégial que je m'attendais à rien de moins à l'université. Mais là, d'arriver puis de le faire, puis d'être les deux au sommet des classements des joueuses, parce que c'est Gabrielle, Maude Pépin, si je ne me trompe pas. Maude Pépin, deuxième, oui. Puis Émilie, troisième. Les deux sont vraiment en haut du classement. Ça, je ne m'en attendais pas. Surtout, du côté de Émilie, elle arrive dans une équipe tellement forte, avec tellement de gros noms qui sont là aussi. De l'avoir performé et d'accumuler des points comme ça, c'est vraiment le fun. Ça montre que même malgré que c'est une recrue, elle a été capable de livrer les performances et d'accumuler ses points, même si l'équipe autour d'elle était vraiment excellente. Puis pour Gabrielle, je pense que ça a été game changer pour le programme des Gators d'ajouter une joueuse comme ça. Tu disais tantôt que pour toi, Gabrielle est peut-être en avance. Moi aussi, je pense que si j'avais à voter, mon vote ira à Gabrielle, justement parce qu'elle a une équipe qui est peut-être moins bien anti que les Stingers. Donc, les deux des très belles saisons. Là. Ça fait 2 ans qu'on en parle de ces joueuses-là, de toi puis moi. Puis à chaque fois, ils nous cessent de nous épater avec leur performance. Là. Yes, bon, absolument. Puis regarde, ça fait 2 ans, puis on va en parler pendant encore 3-4 ans. Puis ça va toujours être ça. On le sait, mais c'est le fun de voir ça. Puis c'est tellement. C'est ça. Ça fait partie du plaisir de regarder ces matchs-là, de voir ces filles-là que tu le sais. Que l'avenir est tellement beau en avant d'elle, puis que tu as donc, de savoir que tu vois ça à ce niveau-là, puis que ça va aller plus loin. Non, c'est vraiment intéressant. Puis j'invite les gens, si vous ne l'avez pas vu la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec Gabrielle Santerre au podcast, fait que c'était l'entrevue de la semaine. Fait que n'hésitez pas à aller revoir ça, aller l'entendre. Vraiment une fille
très groundée, très à son affaire, mais en même temps, confiante, mais intelligente, je trouve. C'est pas juste je joue au hockey, je suis contente de jouer au hockey, puis je donne mon maximum. Là, c'est vraiment. Non, tu comprends pourquoi c'est quelqu'un qui a un impact dans une équipe. Il y a un leadership naturel. Tu le sens juste à parler avec cette personne-là. Bref, je vous invite à aller l'écouter. On va parler justement de ce qui s'en vient là, à partir de la semaine prochaine. Les éliminatoires commencent, fait que fiche de 25-0 ou non, ça recommence à 0, puis c'est là qu'il faut gagner, c'est là qu'on sait que ça donne toute la valeur à la saison. Fait que je vais commencer avec cette série-là de Concordia qui va accueillir Ottawa. Et Ottawa finit 4e cette année, oui, mais Ottawa est probablement l'équipe qui a donné le plus de troubles à Concordia cette année. Concordia, 3 de ses 25 victoires se sont faites en prolongation. Ben, 2 de ces matchs-là, ça a été contre Ottawa, justement. À part la victoire de 6-1 en début de saison, ça a été 5-4, 3-1, 3-2, 3-1. Maïka Sarrazin en haut de 900 de réussite comme gardienne de but contre Concordia. Je ne sais pas à quel point Ottawa peut aller... on pourrait mettre des sous sur la victoire possible d'Ottawa. Mais je trouve le match-up intéressant du fait que, oui, c'était une équipe qui a donné du trouble à Concordia. Je ne sais pas comment tu vois ça. Puis à quel point, justement, peut-être Ottawa se dit, hey, on a une chance. Pareil, on est capable d'aller chercher ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en première ronde, c'est un match-up qui est plus difficile que ça avait été une autre équipe pour les Stingers. Les GG, c'est une équipe qui joue très physique. Les Stingers, ils aiment un petit peu moins ça, le jeu physique. C'est ce qui leur a amené du succès là, aux GGs quand ils ont joué contre les Stingers au courant de la saison. Tu sais, c'est un 2-3, les séries au universitaire. Donc, si les GGs sont capables d'aller voler le premier match, ça va vite, là. Tu sais, t'as pas beaucoup... Surtout, là, tout ça se passe en un week-end au niveau universitaire. Fait que t'as pas beaucoup de temps pour te revirer puis te replacer. Donc, ça va être intéressant. Ils ont une bonne équipe, les GGs. On en a parlé quelques fois. Là, ils ont Maïka dans les buts. Là, elle peut faire la différence à elle-même. Ça va être intéressant à suivre, là, c'est sûr. Puis ça commence ce jeudi, si je ne me trompe pas, à Concordia. Donc, si vous avez rien jeudi soir puis vous voulez voir un bon match de hockey, moi, je vous le conseille parce que c'est sûr que ça va être du bon hockey assez serré. Là. Exact. Puis, il y a une fille dont on ne voit pas tant les performances offensives, mais l'année passée contre Montréal, en demi-finale, elle avait connu des séries extraordinaires. Dans le dernier match des GGs, dans leur victoire de 2-1 contre Bishops, ramasse 2 points. Alex Clavel, une joueuse que, tu sais, on dirait, ramasse pas beaucoup de points pendant la saison, mais je ne sais pas si elle peut être une game changer. C'est juste que je me rappelle à quel point elle avait bien joué l'année passée en éliminatoire contre Montréal. Avait été vraiment importante. Là. On se rappelle qu'Ottawa avait poussé Montréal jusqu'en prolongation du 3e match. C'était pas rien. Fait que, en tout cas, je ne sais pas si c'est une joueuse, peut-être le Joker qui pourrait sortir là, de l'équipe d'Ottawa pour faire une différence. On va leur souhaiter, mais en même temps, je vais souhaiter à Concordia de finir sa job au complet, c'est-à-dire d'avoir une vraie saison complète parfaite. Ça va être vraiment intéressant, cette série. Oui, puis comme tu dis, c'est une joueuse qui peut peut-être faire une différence. C'est important. Il y a des joueurs qui, en série éliminatoire, s'écrasent et il y en a d'autres qui se lèvent. Donc, c'est peut-être ce genre de joueuse-là qui peut aider l'équipe à compétitionner au maximum. Puis peut-être pousser ça en 3 matchs puis aller gagner ça. Là. Exact. C'est sûr que, oui, on parlait d'Émilie Hussier et d'Ariane Leblanc qui sont des recrues, mais il y a du vétéran au pied carré dans l'équipe de Concordia. Puis vétéran, pas juste sur le nombre d'années, mais parce qu'elles ont du vécu. Il y en a beaucoup qui ont gagné le championnat canadien il y a 2 ans. Il y en a évidemment énormément qui ont perdu en prolongation l'année passée, la finale, toute fin. C'était-tu en prolongation ou en fin de match complètement? Je ne me souviens plus, mais en tout cas, bref. Prolongation, c'est ça. Hein. Fait qu'elles ont perdu en prolongation. Oui, en fait, elles s'étaient fait compter un but. Je pense qu'il restait 8 secondes en 3e période avant de perdre en prolongation. Bref, ultra crève-cœur comme finale canadienne. Fait que, tu sais, c'est des filles qui ont vécu du hockey de très haut niveau. Ils savent c'est quoi l'ambiance, le feeling d'être à ce niveau-là. Fait que ça va jouer assurément pour elles. Elles vont savoir comment gérer les situations si jamais il y a un peu d'adversité. Mais regarde, ça reste à voir. Mais
il est clair que Concordia va être largement favorite, là, mais je pense qu'il y a des petits éléments ici et là qui font en sorte que la série va être plus intéressante à suivre que plusieurs pourraient penser. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis moi, depuis le début de l'année, je le dis, là, si c'était pas de la défaite en prolongation l'année passée en finale du championnat canadien, je ne sais pas si Concordia aurait fini l'année 25-0. Je pense que cette défaite-là leur a tellement amené cette rage-là d'avoir perdu, de vouloir aller le gagner cette année. L'expérience que tu vas chercher de tout ça, je pense vraiment que ça l'a joué en faveur des Stingers. Puis c'est sûr à 100% que durant le parcours éliminatoire et le parcours championnat canadien, s'ils se rendent là, ça va compter pour beaucoup cette expérience-là. Ah, absolument, absolument. L'autre série, elle, sur papier, assurément, c'est tu peux pas rater ça. C'est sûr qu'il va y avoir du jeu très serré. Montréal contre Bishops. Les deux équipes se sont affrontées 5 fois pendant la saison. 3 victoires à l'avantage de Bishop, mais dont une en prolongation. 2 victoires pour les Carabins. Même pas d'avantage de la glace, vraiment. C'est 1-1 à Bishop, 2-1 au Sepsum. Fait que, il n'y a pas d'avantage de la patinoire, vraiment. Donc, comment tu vois cette série-là? Je sais que Bishops a le gros trio offensif. On en a parlé tout à l'heure, avec Maude Pépin, avec Gabriel Santerre, puis avec Nelly Vigneault-Sargent qui s'ajoute à ça. Mais de l'autre côté, Montréal, une équipe qui a eu de la misère à marquer des buts, sauf que défensivement, pas grand-chose à reprocher à cette équipe-là. Exact. J'ai l'impression que c'est des forces opposées qui vont s'affronter. Une offensive très dynamique qui ramasse beaucoup de points du côté de Bishop. Peut-être une défensive dans les buts qui accorde un petit peu plus. Contrairement aux Carabins qui, en défensive, dans les buts, donnent rien. Mais on a de la difficulté à marquer. Ça va être serré. Si j'avais un petit 2$ à mettre là-dessus, je mettrais que ça s'en va en 3 matchs, cette série-là. Là. Ça va être excitant. J'ai l'impression que ça va être des matchs qui vont être ultra serrés. Les petits détails vont faire une différence. Ça va être vraiment excitant. Puis j'ai hâte que ça commence pour suivre ça parce que s'il y a une série que je ne veux pas manquer, c'est ces deux-là. Ça a tellement été serré au courant de la saison de ces deux équipes-là que c'est sûr que ça va être la même chose au niveau des éliminatoires. Puis c'est sûr que Montréal a un peu plus d'expérience. On parlait de l'expérience avec les Stingers. Les Carabins ont de l'expérience. Les Gators, ça fait quoi, 2 ans que le programme existe? Donc, c'est sûr que Montréal vient avec plus d'expérience. Mais ça va être vraiment excitant et intéressant à suivre. Là. Puis on dit souvent que la défense gagne des championnats. Je ne sais pas à quel point dans ce cas-ci c'est ça, parce qu'il faut, on a beau dire la défense gagne des championnats, à un moment donné, ça prend le but clutch, le but opportun. Puis ça, c'est arrivé souvent pendant la saison que les Carabins ont manqué ça pendant des matchs. Il y aurait probablement une meilleure fiche aujourd'hui s'ils avaient été capables de concrétiser des occasions, se donner peut-être d'avoir une attaque plus poussée, plus intense à certains moments. Contrôler le jeu un peu plus. Est-ce qu'elles ont les joueuses pour le faire contre une équipe comme Bishops où elles doivent vraiment avoir un jeu de contre-attaque en disant écoute, on ne les battra pas à faire du back and forth avec eux autres, on ne peut pas faire ça. Fait est-ce qu'elles vont jouer extrêmement serré encore plus que d'habitude pour être vraiment, vraiment sûr que leur force, la défense, il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Puis après ça, juste essayer de profiter d'occasion une fois de temps en temps dans la partie. Je pense que si les Carabins veulent avoir du succès contre les Gators, il va falloir que leur offensive vienne des joueuses importantes comme Poirier-Lehoux, Jessica Boulanger, leur capitaine. Là, on l'a vu là, cette année, il y a beaucoup de leur offensive qui est venue de leurs défenseurs, mais il va falloir qu'en avant, ça produise un peu plus pour vraiment se démarquer. Marie Thériault qui a connu une excellente saison cette année là, avec 17 points. Il va falloir qu'elle continue là-dessus pour aller chercher le maximum à l'offensive. Montréal, leur deuxième pointeur, c'est une défenseur cette année, là, Kellyanne Nadeau. Donc, je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Si l'offensive commence à trouver le fond du filet pas mal plus que ça, je pense que c'est là que ça peut se jouer. Là. Ah, absolument, absolument. Je pense qu'effectivement,
Ils ont un talent. Je pense juste qu'il y a un manque. En tout cas, il y a un manque de finition pendant la saison. Comme je le disais, ça recommence à 0 rendu là. Fait que peut-être qu'elles vont trouver une touche offensive, là, en tout cas, plus de finition. On va leur souhaiter parce que clairement, c'est ce qui manque. Mais en même temps, une défensive tellement solide. Puis Aubracine dans les buts, ben là, quand tu parles de. On ne se pose pas de questions quand tu es dans le filet, ben, tu sais que c'est pas là qu'Isabelle Leclerc va se poser des questions à savoir si elle peut compter sur la bonne gardienne. Là. Je pense qu'elle est en business. Exact. On n'en parle pas souvent de Aubracine, mais elle fait tellement un bon travail dans les buts. On est carrément depuis plusieurs saisons maintenant. Là, c'est sûr qu'elle met en confiance son équipe. Puis, comme tu dis, c'est tellement un bel outil que Isabelle a d'avoir une gardienne aussi calme, aussi dominante dans le filet. Ça aussi, avec une offensive qui est aussi dominante que celle des Gators, ben c'est sûr que Aube peut faire la différence. Puis, je ne serais pas surprise qu'elle vole un match à elle-même. Là. Donc, absolument, super intéressant à suivre ça. Si Concordia Ottawa est intéressante parce que on ne sait jamais si Ottawa en fait, a ce qu'il faut pour peut-être mentalement déranger Concordia. Ben, à Montréal Bishops, il n'y a plus d'histoire psychologique là-dedans. Les deux équipes savent qu'elles peuvent gagner. Les deux équipes on connaissent très bien leur identité, force-faiblesse. Fait que on peut y aller en disant go, on joue comme on est supposé jouer puis que le meilleur gagne. Là. Fait que ça va être vraiment, vraiment intéressant parce que, comme tu l'as dit, là, les probabilités que ça se retrouve en 3 ou si c'est 2 matchs, ça risque d'être ça pourrait être 2 matchs en prolongation, ce ne serait pas nécessairement surprenant. Oui, puis j'invite les gens à se déplacer puis à aller voir ces matchs-là cette fin de semaine. Je pense que pour les deux équipes, c'est les deux séries, c'est jeudi, samedi, dimanche. Donc, oui, exact, c'est en plein ça. Si vous êtes capable d'aller voir ça, allez-y, vous ne serez pas déçus. Là. Ça va être 2 bonnes séries. Clairement. Donc, oui, l'invitation est lancée. Puis, très bonne suggestion. Hockey collégial. Bon, encore une fois, une belle fin de semaine. Là, on est à quoi? Entre 3 et 6 matchs qui restent à jouer à la saison, dépendamment des équipes. Les 2 dernières semaines nous ont montré divers résultats. Là, je vais commencer justement avec les Blues. Vous avez joué un match contre, en fin de semaine, pas la dernière, l'autre d'avant, contre André Laurando, votre adversaire direct. Ils vous ont battu 1-0. Mais bon, André Laurando a eu de la misère en fin de semaine. Vous êtes allé chercher un beau match contre Saint-Laurent, un 2-0. Donc, ça fait en sorte que le classement est encore très serré. Vous êtes à 2 points seulement avec un match en main. La bataille pour la fameuse 4e place est très présente. Là. Exact. C'est un match qui est... Bon, c'était décevant de perdre contre André Laurando la semaine passée. C'était un match qui était très plate. Ça fait drôle à dire, mais c'était un match comme les autres. C'est drôle parce que j'avais la discussion avant le match avec Joey, l'entraîneur-chef. Puis je disais à quel point que quand on jouait contre André Laurando puis John Abbott, c'est des matchs qui deviennent tellement émotifs que à la fin de la partie, on est brûlé comme juste parce qu'il y a tellement eu d'émotions qui est venue dans ce match-là. Puis là, ce match-là, il a été super comme beige. Donc là, on n'avait pas ce feeling-là d'émotion. Donc, c'était un peu plate là, d'avoir un match comme ça. Surtout, on perd, donc c'est encore plus plate. Mais on le sait que contre eux, là, le dernier match qu'on va jouer contre eux là, dans 2 semaines, le 2 mars, ça va être super intense parce que là, c'est probablement là que tout va se jouer. Puis on veut l'avantage de la glace, c'est sûr, pour jouer chez nous à Westmount. Donc, je suis pas mal certaine que c'est ce match-là qui va trancher pour la 4e place. Mais d'ici là, si on est capable d'aller chercher des points, tant mieux pour nous. Il faut rattraper les points qu'on a perdus contre eux. On a perdu un match contre Édouard Montpetit, on a perdu un match contre Saint-Laurent. C'est 4 points qui nous font très mal en bout de ligne. Donc, il faut réussir à aller les rechercher, ces points-là, si on veut être capable de passer en avant d'André Laurando, avant notre dernier match contre eux. Oui, parce qu'on le dit souvent, de toute façon, les positions 1, 2, 3 sont pas mal. À cette étape-ci, sont même mathématiquement depuis un bout de temps inatteignables. Fait que c'est pas ça, c'est vraiment, comme tu dis, l'avantage de la glace contre le boomerang, parce que ça va se passer contre le boomerang, peu importe ce qui arrive. Donc, ce qui fait qu'il reste une place à gagner
pour se qualifier en série. En ce moment, les Lynx d'Édouard Montpetit ont un gros avantage. Ils sont 6 points devant les Patriotes. 4 matchs à jouer. Ça prend pratiquement un miracle là, pour Saint-Laurent pour se qualifier. Oui, mais tu sais, Saint-Laurent, là, depuis le retour des fêtes, là, ils jouent vraiment bien. Ils ont amené un match en prolongation contre Limoilou, là, un mercredi. Faut le faire, là. T'sais, ils ont des bonnes goalers, sont capables de rester dans le match, ils profitent de quelques opportunités. Depuis le retour des fêtes, ils ont été capables d'aller chercher des points ici et là. S'ils sont capables de maintenir ça pour les 4, il leur reste 4 matchs, donc s'ils peuvent maintenir ça, on ne sait jamais, s'ils vont chercher un point à tous les matchs, et Édouard ne va pas en chercher, est-ce que ils peuvent causer une surprise? Je leur souhaite. Mais ils commencent à avoir des blessures de leur côté. Là, on a joué contre eux hier. Il y avait un alignement qui était plus court. Nous aussi, d'ailleurs. Donc, ça commence à se faire voir que c'est la fin de saison. Il y a des blessures. Donc, on va espérer pour eux qu'ils soient capables de donner leur maximum et d'aller chercher ces points-là s'ils veulent rentrer en série. Là. Ouais, parce que, tu sais, c'est plate parce qu'on regarde ça et on voit Saint-Laurent, comme tu dis, dans les dernières semaines, c'est une équipe qui s'est nettement améliorée. Mais bon, les points ne s'engrangent pas nécessairement. On l'a vu, là, même mercredi passé, regarde, contre Limoilou, ça finit 3-2 en prolongation. aller réussir à aller chercher un résultat de ce type-là contre une équipe comme Limoilou, c'est pas quelque chose qu'on s'attend, du moins en début de saison, si ce ne serait même pas arrivé par Saint-Laurent. Là, maintenant, ça arrive. Fait que, tu sais, ça regarde bien pour l'an prochain. C'est juste que là, c'est peut-être un peu trop tard pour cette saison aussi, mais n'empêche, je trouve ça intéressant de voir que Saint-Laurent est capable de se placer. Surtout avec le fait que, bon, Édouard Montpetit, l'an prochain, va aller en D2. Il y a des gens, ils ne veulent pas, à cause des résultats, qui voyaient dans Saint-Laurent une équipe. Bon, pourquoi Saint-Laurent, pourquoi Édouard Montpetit descend, pas Saint-Laurent? Ben, rendu là, après ça, chacun a ses raisons. C'est bien correct, mais si on regarde juste les résultats, tu sais, le cas pouvait se faire pour les deux côtés. Là, d'avoir que Saint-Laurent a des bons résultats, ça peut être intéressant aussi pour leur recrutement. Je sais qu'il y a une bonne partie qui est déjà faite, mais quand même, juste pour montrer à tout le monde que non, c'est une organisation qui est capable de faire les bonnes choses malgré tout. Là. Exact. Je pense que ça va leur donner un momentum pour le début de la saison prochaine. Ça leur a seulement 5 joueuses qui quittent. Donc, le corps de l'équipe va rester en place. Ils vont ajouter des recrues avec ça. S'ils sont capables d'aller chercher un bon momentum en fin de saison, ça va être plus agréable de quitter pour la saison estivale, sachant que en fin de saison, tu étais plus proche que c'était en début de saison. Donc, pour ça, c'est sûr que Daniel va avoir quelque chose à travailler, quelque chose avec quoi travailler entre les mains pour l'année prochaine. Là. Je vais finir avec le match qui a eu lieu, c'était hier en fait, entre Champlain-Lennoxville et John Abbott. Une victoire de 5-1, très convaincante, même si les deux équipes ont tiré à peu près le même nombre de fois. Champlain-Lennoxville a réussi à empêcher complètement le gros trio de John Abbott de faire quoi que ce soit. Ça finit 5-1. Je ne sais pas ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé exactement, mais à la toute fin, à la fin du match, punition de conduite antisportive à Vanessa Davidson. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui en avaient long à dire aux arbitres ou peu importe. Il y avait clairement de la frustration, mais si on regarde tout ça, il y a quand même eu beaucoup d'avantages numériques qui ont été donnés à Champlain-Lennox pendant le match. Un seul à John Abbott. Je ne sais pas si c'est ce qui a joué, mais bon, à la fin, ça finit 5-1. Un match qui, en termes de résultats, est vraiment l'avantage de Champlain-Lennoxville. C'est le genre d'affaire qui a un impact pour les prochaines fois ou tu sers de ça comme motivation, tu effaces puis tu recommences quand tu es John Abbott? Ben là, moi, ça me fait bien peur parce que s'ils ont été. Ils n'ont pas scoré de but leur premier trio là, du match. Puis c'est leur prochain match, c'est contre nous. Fait que ça me fait plus peur. Mais je pense que c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de l'apprentissage pour la Highlanders. C'est deux équipes qui vont probablement se re-rencontrer prochainement, que ce soit à la fin de saison régulière. Là, je ne sais pas les horaires ressemblent à quoi. Ou en série éliminatoire. Bravo aux Cougars d'avoir réussi à
vraiment effacer le premier trio. Là. Ça me donne le goût de lâcher un petit coup de fil à Pat pour savoir comment il a fait. Parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison qu'ils sont blanchis. Ça m'amène à parler de Manon Lescudin, qui a une saison incroyable. Ah oui, vraiment. Il est rendu à 63 points. Je ne sais pas si tu te souviens, Phil, l'année passée, on avait une discussion ensemble que Gabriel et Émilie avaient atteint 100 points en 2 saisons. Là, Manon va faire 70, je pense que c'est atteignable pour elle en une seule saison. C'est vraiment incroyable ce qu'elle est en train de faire là. Ce trio-là fonctionne à profusion. C'est les 3 premières au niveau du classement des joueuses. D'avoir réussi à les blanchir comme ça, bravo aux Cougars. Je ne suis pas surprise qu'elle ait réussi à le faire. Puis depuis le début de l'année, on dit du moment qu'une équipe va réussir à les arrêter, ben ils vont gagner. Puis là, c'est ça qu'ils ont fait. Ils les ont arrêtés, puis en bout de ligne, ils sont partis de là avec le 2 points. Fait qu'il va y avoir une discussion avec Pat, puis il va y avoir une discussion aussi avec, pas une discussion, mais une séance de vidéo intense à faire pour savoir le comment du pourquoi. Exact. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, Manon Lescudin, c'est du monde, avec Jade Barbirati, Sienna d'Alessandro, on en parle, on en parle souvent, mais quand on regarde les chiffres, effectivement, là, c'est 63 points en 25 matchs, dont 29 buts. 29 buts en 25 matchs, là, c'est systématique. Madame score un but et plus par match en moyenne. Fait que c'est. Non, regarde, on parlait de grandes joueuses là, en parlant de Gabriel et Émilie. Ben, je pense que Manon Lescudin fait partie, effectivement, de ce type de joueuse de très, très haut niveau que le collégial produit. Exactement. C'est tellement une chance que c'est Barbirati et Lescudin sont venus jouer au Québec, de jouer dans notre circuit. Je pense que ça permet à tout le monde autour d'eux d'évoluer et d'être meilleur. Donc, on est chanceux de voir ça. Si on regarde les résultats des dernières saisons, là, si on retourne chercher les statistiques de Marie-Philippe Poulain, puis dans ce temps-là, on va voir des bonnes joueuses, mais là, de le voir en ce moment, d'aller chercher des statistiques aussi impressionnantes, je pense qu'on peut dire qu'on est chanceux d'être témoin de ça. Là. Absolument. Écoute, John Abbott, bon, contre vous, la semaine prochaine, tu l'as dit, vous allez avoir peur, mais je pense que vous allez être correct, vous allez vous outiller. En même temps, vendredi soir, il y a Limoilou contre Champlain-Lennox. Donc, si Limoilou va chercher ce match-là, disons que leur emprise sur le premier rang et leur probabilité qu'elles finissent première d'ici la fin de la saison, je pense que ça serait peut-être même réglé. Il faudrait faire les matchs, mais ça ferait en sorte que Limoilou, probablement, que sécuriserait leur première place au classement. Donc, voilà, fait que c'est ce que ça donne pour cette semaine. Je pense qu'on a fait un solide tour. Il y a du gros hockey féminin collégial universitaire qui s'en vient. Fait que les gens, si vous n'êtes pas intéressé encore à la chose, ou si vous êtes intéressé, mais vous ne prenez pas le temps de regarder des matchs, je pense que c'est le temps de libérer votre agenda puis vous faire au moins un petit peu de place. Idéalement sur place, au pire, petit écran dans votre ordinateur, il y a moins de suivi. Exact. Puis en plus, on tombe dans les derniers matchs de chaque programme à domicile. Donc, c'est tout le match des vétérans des 3e, 4e années qui graduent. Donc, c'est des bons moments. Là. Nous, on a eu le match de finissant de Saint-Laurent hier. J'étais assez contente. C'est un beau hasard parce que toutes les filles qui graduaient, soit que je les ai recrutées ou soit que je les ai coachées pendant un an et demi. Donc, j'étais contente de pouvoir vivre ça pendant leur match. Puis, vendredi, c'est le match de finissant à John Abbott. Puis après ça, ils vont avoir le nôtre le 2 mars. Donc, c'est des bons moments si vous êtes capable de jeter un œil là-dessus. C'est sûr, c'est des matchs qui ont un petit peu plus d'émotion dû au fait que c'est les derniers matchs de certaines joueuses dans leurs équipes. Oui, puis le monde doit se rappeler aussi que c'est, oui, le dernier match dans cette organisation-là, mais pour certaines, c'est le dernier match réellement compétitif en carrière. Ils vont peut-être faire partie d'équipe ici et là pour s'amuser. Puis oui, tu t'en vas dans un tournoi, c'est compétitif, mais
jouer à ton niveau à toi, ou est-ce que tu as poussé le plus loin ce que tu étais capable de faire pour continuer de t'améliorer et de te développer? Ben, il y en a plusieurs, c'est la fin de cette route-là. Donc, ça prend disons, une dimension bien différente, puis l'émotion est là, non seulement du fait que tu quittes un programme, mais des fois, c'est la fin d'une carrière vraiment compétitive pour plusieurs. Fait que c'est une belle occasion, comme tu dis, d'aller saluer ça. Exactement. Moi, j'ai pas joué un match de hockey depuis mon dernier match à Lionel Groulx. Puis je vais me souvenir de ce match-là toute ma vie, avec l'émotion là-dedans. Surtout, nous, ils fermaient le programme. Donc, il y avait une couche en plus par-dessus ça, mais c'est des bons moments. Puis toute ta vie, tu vas te rappeler des dernières années, tes années passées au cégep, puis ton dernier match, c'est sûr. Yes, fait qu'on regarde tout ça, on se reparle très bientôt. Merci Léa. Encore une fois, des analyses top notch. Merci à toi. Bonne semaine. Toi aussi. Segment entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance de recevoir le tout nouveau coach. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas les gens qui sont habitués de suivre le podcast. Pour eux, il n'y a pas de présentation à faire. Je vais le faire quand même. Le nouveau coach des Redbirds de McGill, l'équipe de football, Alex Surprenant. Salut, Alex. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Ça va occuper, ça va très bien. Juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais... Tu viens juste d'avoir ta première rencontre avec ta nouvelle équipe, tes gars. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu leur as dit? C'est quoi le premier feedback? Ou en tout cas, le premier feeling justement de la rencontre avec les boys? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, suite à la conférence de presse, la semaine dernière a été une semaine officieuse où, dans le fond, ma première journée officielle était seulement lundi cette semaine. Fait que, évidemment... j'ai quand même été ici 4 jours sur 5 la semaine passée. Je ne vous mentirais pas, juste pour essayer de prendre l'avance dans tout ça. Puis c'est drôle parce que la fille des ressources humaines me croisait. Elle me dit, tu sais, Alex, tu n'es pas supposé être ici. Là. C'était bien correct, super sympathique. Fait que là, je m'étais dit que je me donnais une semaine juste pour la transition, déplacer mes choses. Puis fait que lundi, en fin de journée, j'ai rencontré l'équipe pour la première fois. Puis je voulais définitivement garder ça simple. Je pense pas que c'était une occasion pour arriver avec un PowerPoint de 500 slides sur comment que je veux que ça roule ici à McGill maintenant. Donc, je leur ai parlé de changement, hein, parce qu'évidemment, quand il y a un changement d'entraîneur-chef, ça vient avec beaucoup de changements. Fait que, il va falloir que les gars soient ouverts l'esprit à ça. Après ça, je leur ai parlé de patience, parce qu'évidemment, tous ces changements-là ne se feront pas en 24 heures. À tous les jours, je me répète en me levant que Rome ne s'est pas bâti en un jour parce que moi-même, je voudrais que ça aille plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps, des semaines, des mois, et même plus. Fait que je leur ai demandé beaucoup de patience avec moi pour ça. Puis après ça, je leur ai parlé de trust, de confiance, parce que j'ai pas la confiance, ce n'est pas donné, ça se mérite. Puis même si je suis le nouvel entraîneur-chef, à mon avis, je dois gagner la confiance de mes nouveaux joueurs. Mais c'est un two-way street, donc eux également doivent gagner ma confiance. Puis ça va se faire graduellement, ça va prendre du temps également. Fait que ça résume pas mal les 10-15 minutes que j'ai pris avec eux. Puis on commence ça... mercredi soir, ce soir, donc, là, pour encourager notre équipe masculine de hockey là, qui reçoit, comme par hasard, Concordia en deuxième ronde des séries. Donc, on devra avoir un bon 30, 35, 40 gars de l'équipe avec moi-même là, qui vont être là ce soir pour encourager notre équipe. Excellent, excellent. Puis parlons-en, parce que là, on est rentré dans le vif du sujet, mais tu es un ancien joueur du Rouge et Or. Tu es maintenant ancien coach de Concordia. Et là, tu traverses du côté du rival naturel, les deux universités anglo de Montréal. Comment oui, l'ancien joueur du Rouge et Or, je pense que ça fait un bout de temps que tu as passé l'étape de tu portes d'autres couleurs et tu fais d'autres choses que d'être un représentant du Rouge et Or, mais tu as un bagage qui vient de là, cette gang-là qui est quand même encore aujourd'hui la référence du football au Canada, d'un programme de football. Il y a quelque chose sûrement là. Tu as été à Concordia où est-ce que vous avez bâti quelque chose de vraiment le fun. En tout cas, cette année, cet automne, on a vu quelque chose d'assez impressionnant, je trouvais.
Là, tu arrives puis tu t'en vas justement l'autre bord, à McGill, chez, je ne veux pas dire l'ennemi juré, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je ne sais pas à quel point il faut le prendre de même, mais bref, assurément un rival direct. Comment on amène ce qu'on connaît d'autres façons d'être dans justement un McGill Way qui existe déjà, une façon d'être. Tu sais, il y a une culture dans McGill, dans l'organisation générale de Kim McGill. Sans que tu me dises ton pitch de vente que tu as fait à l'organisation, tu sais, comment tu amènes tout ça? Comment tu as l'intention d'amener ça? Bien, tu sais, c'est sûr que c'est pas la première fois que je suis entraîneur-chef. Tu ne l'as pas mentionné, mais tu sais, moi, ce que j'amène ici, c'est sûr que j'ai vécu ce rôle-là pendant 6 ans de temps avec les Géants de Saint-Jean de 2013 à 2018. Fait que, c'est sûr que j'arrive avec cette expérience-là, je pense qu'il m'a grandement aidé en entrevue parce que ça fait longtemps que j'ai une vision globale de ce que ça prend pour avoir du succès dans un programme de football. Donc, tu sais, c'est pas... À Concordia, j'avais un rôle qui était beaucoup plus ciblé sur mon univers qui se limitait à l'attaque. Tu sais. Donc, tu sais, pour ça, ce que j'ai appris par contre à Concordia, c'est qu'évidemment, il y a quand même des différences assez marquées entre les universités anglophones et francophones. En tant que francophone, j'ai été agréablement surpris de constater à Concordia à quel point les anciens, c'était important pour eux, tu sais, leur programme de football universitaire. Il y a un sentiment d'appartenance qui est assez impressionnant au niveau universitaire anglophone. Puis là, tu vois, ça fait quelques jours seulement, puis là, j'ai comme l'impression que c'est encore beaucoup plus gros à McGill, tu sais, parce qu'évidemment, là, c'est pas 50 ans d'histoire, c'est 150 ans d'histoire de football. Puis là, je te dirais que j'ai été vraiment là, saisi et agréablement surpris de voir le sentiment de fierté, la passion, l'énergie là, que je ressens en ce moment, ne serait-ce que par les anciens, que je pense que ça a été vu sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai rencontré une quinzaine d'anciens mercredi dernier lors d'un lunch organisé par Louis Duchesne, qui est président de l'agence de marketing Cossette. Puis ça a été super, tu sais, puis j'ai senti de l'énergie, tu sais, puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment encourageant, motivant, tu sais. Donc voilà, tu sais, puis là, je suis dans ce qu'on appelle ici, cette semaine, un onboarding week, tu sais. Puis là, ce que je constate dans mes premiers jours, c'est que des ressources à McGill, il y en a beaucoup. Juste en termes de nombre, c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui sont là pour aider. Puis tout le monde est super, super gentil avec moi, super ouvert d'esprit avec moi. Tu vois, comme hier, j'ai rencontré Julie Gardiner, qui est notre head manager pour tout ce qui est l'équipe médicale, qui ça donne que c'est une fille de Saint-Jean. Donc, on a parlé d'horaires de pratique, puis de récupération, puis on était sur la même page. Après ça, dans l'après-midi, je rencontre Stéphanie Malley, qui est en charge de nos communications. Puis on connecte sur plein de choses concernant le game experience, par exemple, l'expérience de match, je pense qu'on peut améliorer à McGill à court terme. Puis là, avant midi, là, je rencontrais Ryan Kelly, qui est en charge du fundraising, puis là, qui m'explique un peu comment tout ça fonctionne. Oui, à l'échelle provinciale, mais il ne faut pas oublier que McGill, c'est beaucoup plus large que le Québec. C'est le pays en entier, puis je te dirais même c'est l'Amérique du Nord en entier, et même pour le niveau football, peut-être un peu plus, mais même au niveau mondial, en ce qui a trait au côté académique. Je suis en pleine découverte là, de toutes ces choses-là. Là. C'est vraiment, mon cerveau travaille beaucoup, très, très stimulé. C'est super, super intéressant. Quand j'ai écrit mon article au début décembre, c'est pas moi qui ai annoncé, là, c'est McGill qui annonçait qu'ils mettaient fin à leur entente avec Ron Hiller, qui était là avant toi. En même temps, Daniel Méthode, le responsable des sports, me mentionnait, il y a une étude qui va être faite, on va évaluer tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a à faire, essayer d'établir un plan de 5 ans là, pour développer tout ça. Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que, je ne sais pas si l'étude est déjà là, si vous avez déjà un début d'information qui sort de là, mais cette approche-là, cette impression-là que justement, ça va prendre que ce soit des investissements de temps, de monde, ou vraiment dans les infrastructures avec l'argent, qu'est-ce qu'il y a à faire à McGill? Puis qu'est-ce que vous voyez justement dans ce plan-là qui vient te chercher ou dans le sens où qui te motive à être là?
Parce qu'il y a une vieille réputation, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est juste ça part de rumeurs, mais bon, disons qu'il y a une façon de voir les choses. Certaines personnes pensent qu'à McGill, là, on dirait que les affaires ne veulent pas bouger. Je suis en état de dire on veut faire bouger des choses. Comment tu as vu ça? Comment tu as reçu ça, toi? Ben écoute, tu sais, je suis bien ouvert à parler de tout ça dans la mesure où, tu sais, moi, même dans le processus d'entrevue, quand j'ai mis mon nom dans le chapeau, puis j'avais avisé Brad, là, tu sais, c'était exploratoire, tu sais, dans le sens que je n'étais pas, je leur ai dit au comité de sélection tout au long, là, tu sais, moi, je n'étais pas à la recherche d'un emploi, là, tu sais, j'étais très bien à Concordia, beau progrès comme tu as parlé, super équipe de travail là-bas, tu sais, avec qui je m'entendais bien. Donc, tu sais, est-ce que j'aspirais à devenir entraîneur-chef un jour? Oui, mais ce n'était pas une nécessité. Je n'étais pas en manque de pouvoir ou obsédé par ça du tout, tu sais. Donc, tu sais, moi, dans le fond, la clé, c'est que, tu sais, après, le lendemain de la deuxième entrevue, quand ils m'ont appelé pour m'informer qu'ils m'avaient choisi, ben, je leur ai dit, attendez une minute, là, moi, là, vous m'avez posé des questions pendant 2 entrevues, là, c'est à mon tour. Là. Moi, je veux une rencontre avec Daniel Méthode pour savoir répondre à mes questions. Puis, le mercredi après-midi, on s'est rencontrés pendant 2 heures de temps dans le centre-ville. Puis ça a été vraiment, pour moi, l'élément clé qui a souligné vraiment mon intérêt à savoir, OK, oui, là, je me vois définitivement prendre ce défi-là qui est immense. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des affaires qui vont se faire plus vite que d'autres, qui sont plus faciles à changer que d'autres. Là. Le mur derrière moi, là, tout le secteur football est repeinturé cette semaine. Il va y avoir du nouveau mobilier partout. On aménage des bureaux différemment pour notre personnel d'entraîneur, ce qui va être supérieur à ce qu'il y avait dans le passé. Donc, il y a des choses qui se font quand même relativement facilement, des choses qui vont prendre plus de temps. Mais moi, je peux te dire que dans cette rencontre-là avec Daniel, le budget global, sans rentrer dans le détail, je peux dire qu'il est à la hausse. Ça m'a agréablement surpris des montants qu'on a parlé. Donc, je sais que j'ai une marge de manœuvre intéressante pour travailler. J'ai rapidement senti avec Daniel une connexion dans la mesure où c'est facile comme administrateur d'institution, d'enseignement, d'être plus sur le pilote automatique puis d'être tout le temps en faveur du statu quo. Puis dans ma vie, que ce soit dans les institutions que j'ai connues ou d'autres par la bande, on entend toutes sortes d'histoires là-dessus. Puis des fois, ça va beaucoup être plus souvent non que oui. Mais là, en rencontrant Daniel, j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt à changer les choses. Puis qu'il me parlait déjà de certains moves qui avaient été faits, d'autres qui étaient en train de faire, d'autres qui s'en viennent. Où là, j'étais comme, OK, là, lui, il pense comme moi, il veut avoir du succès, il veut que ça fonctionne. Fait que ça, comme je dis, ça a été vraiment un élément clé, puis sans parler également de toute je vais dire le mot puissance du réseau des anciens, qui est vraiment fascinant, puis je me serais attendu à avoir à travailler fort pour bâtir ça. Puis là, sans dire qu'il n'y a rien de facile, c'est que là, déjà là, sans que j'aille lever le petit doigt, mercredi dernier, j'étais avec une quinzaine d'anciens qui veulent que ça fonctionne, qui veulent donner de l'argent, qui me disent « Alex, peu importe ce que tu as besoin, dis-nous-le. S'il vous manque quelque chose, on va être là pour vous aider. » Puis je me dois de nommer Vincent Gagné, là, qui était un des joueurs de 1987 qui a gagné la Coupe Vanier, qui est un gars là, vraiment dédié au programme, on se texte à tous les jours, puis là, lui me permet au niveau quotidien d'appeler un gars de Toronto qui a été carrière dans les années 70, qui s'est éloigné un peu du programme dans les dernières années, puis là, matin, j'étais avec Robin Bélanger, qui est une légende de Trois-Rivières, qui est un carrière qui a joué ensuite une carrière professionnelle, donc lui, il veut aider. Donc, des noms comme ça, là, ça s'ajoute là, sans même que moi, j'ai eu vraiment à mettre beaucoup d'efforts là-dedans parce que on sent, comme j'ai dit, une énergie là, vraiment nouvelle, puis les gars sont motivés à ce que ça fonctionne. C'est super le fun pour moi. C'est des excellentes nouvelles, parce qu'il y en a, de t'entendre parler comme ça, en tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui ont été sceptiques jusqu'à maintenant, qui attendent quelque chose qui vont au moins avoir l'ouverture d'esprit de se dire, ouais, OK, finalement, peut-être qu'effectivement, McGill va faire ce qui est la bonne chose pour aller vers le succès, parce que de l'extérieur, le monde s'arrête au volet football beaucoup. C'est la partie que tu gères, mais évidemment, comme tu as expliqué, il y a d'autres choses que des X et des O quand tu es entraîneur-chef. C'est sûr.
Fait que bref, on a, je trouve en tout cas, ce que tu apportes est très positif, c'est encourageant. Maintenant, par contre, ça va te prendre des coordonnateurs, ça va te prendre des coachs. Est-ce que le processus est entamé? Est-ce que les gars qui sont déjà en place ont déjà des postes établis pour eux? Tu peux peut-être pas tout répondre, je ne le sais pas, mais surtout le processus là, pour trouver des coordonnateurs. Est-ce que c'est en route tout ça? Oui, bon, mais dans le fond, un de mes objectifs aussi à travers, là, je dirais, les 30 premiers jours, c'est que je voulais rapidement m'asseoir avec chacun des assistants entraîneurs, évidemment, restants, qui sont ici aujourd'hui dans le bureau, puis qui donnent du temps au programme. Parce qu'évidemment, là, c'est sûr qu'on a l'opportunité de recommencer un peu à zéro. Fait que, en ce moment, on est en réévaluation de tout ça. Donc, j'ai rencontré tous les assistants moi, déjà pour savoir, bon, hey, toi, là, ça fait combien de temps que tu es ici? C'était quoi ton rôle dans le passé? À quoi tu aspires dans le futur? Donc, ça a été vraiment les 3 questions principales que j'ai posées à tout le monde. Puis ensuite, j'ai également expliqué qu'évidemment, là, on rentre dans un processus d'embauche de coordonnateur. Donc, comme vous l'avez vu sur l'affichage, probablement, et je pense qu'il reste encore quelques jours de mémoire à l'affichage. Puis après ça, on va tomber en processus d'entrevue. Donc, évidemment, suite à ça, va après ça être décliné le reste du coaching staff. Fait que, on en a encore pour quelques semaines probablement à figurer tout ça et à compléter un coaching staff. Je sais qu'il est relativement tard, mais en même temps, il est tôt dans la mesure où 2024 ne sera pas la finalité de ce programme-là. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, on veut faire les choses de la bonne façon. Fait que c'est ça qu'on fait. On ramasse des CV en ce moment, on regarde des candidatures, on va rencontrer des candidats en entrevue, puis on va continuer à partir de là. Bon, tu étais un coordonnateur de l'attaque à Concordia. À quel point tu vas vouloir garder une mainmise sur l'attaque? Est-ce que ton coordonnateur va être un co-coordonnateur ou parce que je comprends qu'en défensive, j'imagine en tout cas que tu vas mettre ça entre les mains de quelqu'un. Est-ce qu'en attaque, tu vas faire pareil puis tu vas vraiment overview, superviser tout ça puis avoir ça à plus haut niveau ou vraiment tu vas vouloir avoir les mains dans l'attaque là, à cause que tu l'as dit quand même plus longtemps? C'est une bonne question. Puis, tu sais, il y a une trappe, il y a un danger pour moi là-dedans parce que, tu sais, évidemment, tout ce que je faisais à Concordia dans une année complète comme coordonnateur offensif, je ne peux pas faire ça à McGill en ajoutant les tâches de coach en chef. Si je fais ça, je vais être en dépression dans un mois, dans un an. Tu sais. Donc, ceci étant dit, par contre, il y a plein de modèles, puis c'est drôle que tu poses cette question-là parce que ça a été, moi, j'ai amené ça comme point en entrevue parce que pour moi, ça faisait partie de mes non négociables, où je pense que dans la dernière décennie, j'ai fait un bon travail du côté offensif. Je pense que ce soit en collégial Division 2, collégial Division 1, football universitaire, on a brisé des records dans les 3 ligues. On a gagné des prix majeurs dans toutes les ligues. Fait que offensivement, je sais que j'ai une recette qui est intéressante. Fait que mon idée, pour l'instant, est d'embaucher un coordonnateur offensif qui va rouler mon système. Puis à partir de là, je veux garder le play calling, donc les appels de jeu là, lors des matchs. Modèle, comme j'ai expliqué devant le comité de sélection, qui est adopté dans une innombrable quantité d'équipes dans la NCAA, dans la NFL. Puis, tu sais, on regarde les 2 équipes au Super Bowl, c'est drôle, c'est 2 gars qui font ça. Tu sais, Andy Reid, Kyle Shanahan, qui sont des coachs en chef qui callent leur attaque. Jason Moss, tu sais, avec les Alouettes de Montréal et Anthony Calvillo, c'est un autre excellent exemple. Donc, tu sais, à partir de là, comme je dis, il faut que j'évite de mettre trop de temps dans l'attaque. Donc, ça me prend quelqu'un en qui je vais pouvoir avoir confiance, qui va faire le gros de la job de bras, comme l'expression dit. Tu sais. Mais à partir de là, c'est sûr que je vais avoir un peu plus tout le temps les yeux du côté offensif en ce qui a trait à la préparation des matchs, puisque c'est ce que je pense que je peux amener sur la table qui va aider notre programme. Là, je suis en train de me demander dans quel ordre je te pose la question. Je vais y aller avec qu'est-ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu as observé, parce que je veux pas, tu as coaché contre. À côté, tu as vu ces joueurs-là. Il y en a probablement que tu as essayé de recruter qui ont décidé d'aller à McGill ou au lieu d'aller à Concordia, peu importe dans le passé. Mais tu sais, je pense tout de suite à Éloi Latendresse Réginval. Je pense à une ligne à l'attaque qui était
très, très plus que potable cette année. Un jeu au sol solide, en tout cas qui a donné des bons chiffres, que ce soit grâce à Éloi ou pas. À la fin, tu as des joueurs qui ont été capables de le faire là-dedans. Tu as une attaque intéressante, là, je trouve qu'il y a des choses. C'est quoi pour toi là, qui rapidement est force et peut-être enjeu à adresser rapidement au niveau de ce que tentent les mains? C'est sûr. Bon, évidemment, je pense que comme tu l'as mentionné, Eloa, c'est une force. Il y a 2 saisons de jouer seulement. Donc, potentiellement, il en reste 2 ou 3. Donc, c'est un gars qui amène une dimension vraiment intéressante dans ce que je fais offensivement. C'est un bras canon. C'est un cheval de course à la fois en même temps. Donc, c'est vraiment super le fun ce qu'on va pouvoir faire avec ce gars-là dans le futur. Comme tu as bien mentionné aussi, au niveau de la ligne offensive, c'est un groupe qui était pas mal à maturité selon ma connaissance actuelle, après quelques jours seulement au bureau. Bon, maintenant, qui va revenir là-dedans? Qui va quitter là-dedans? Je sais qu'on a Michael qui est éligible pour le draft de la CFL. Il faut que je m'assoie avec lui, voir pour son futur, etc. Donc, ça reste encore à déterminer. Receveur de passe, je sais que Darius Simmons a l'intention aussi de s'essayer pour la Ligue canadienne. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, c'est encore un peu difficile pour moi de répondre en précision avec ta question. Porteur de ballon, un gars comme Ciccarello, une bonne saison, Jeffrey. Donc, il y a des gars là, puis j'apprends à connaître. Là, parce qu'en ce moment, là, je ne mentirais pas que mon plus grand défi, c'est qu'à tous les jours, j'ai dû serrer 250 mains dans la dernière semaine. Si je connais 12 noms, je connais plus le numéro, surtout les joueurs défensifs, je connais le numéro par cœur, mais leur face, je ne suis pas rendu là encore. Fait que, ce qui m'amène au côté défensif du ballon, où encore une fois, il va y avoir beaucoup d'évaluations à faire là-dedans. Fait que qui revient, qui est éligible, etc. Fait que, au niveau du roster en ce moment, on a probablement un nombre qui est légèrement inférieur à nos compétiteurs dans le reste de la Ligue. Je pense qu'on a à peu près entre 85 et 90 joueurs en ce moment, alors que je sais qu'il y a des programmes qui sont à 105, 110, donc des rosters très, 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 très profonds. Donc, c'est sûr qu'en même temps, tant mieux, parce que ça nous permettra d'offrir des opportunités probablement plus intéressantes pour les recrues pour 2024, pour ce qui reste du recrutement, puis pour 2025 et le futur. Donc, on verra pour ça. Puis allons-y justement vers le recrutement. Là. Il y a les gars qui étaient en poste en attendant que tu arrives ont quand même fait un travail. Ça en a même surpris plusieurs d'avoir des noms rentrés à McGill. J'aime rappeler que les gens qui vont à l'école vont d'abord à l'école. Fait que oui, choisir McGill, puis c'est pas parce que je fais la promotion de McGill plus que d'un autre, mais c'est connu à travers l'Amérique du Nord, tu en as parlé tantôt. McGill, c'est prestigieux, puis c'est pas pour rien. Il y a une reconnaissance académique de très, très, très haut niveau. C'est prestigieux, mais c'est difficile pour le recrutement. Ça a été dit, puis c'est assez, je pense que c'est une évidence. Je veux pas. Les joueurs qui ont en bas de tel niveau scolaire, tel niveau académique, ne peuvent même pas rentrer. Comment, toi, tu regardes ça et tu dis, comment tu peux adresser cette affaire-là, sachant que ton bassin n'est peut-être pas le 100% que les autres peuvent avoir, à cause justement de ces exigences académiques-là, comment tu adresses ça? Puis comment tu veux justement t'assurer que hey, tu es un très, très bon élève du jeu au football. Non, va pas ailleurs, c'est à McGill, il faut que tu viennes. Bref, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans que toi, tu vas aller chercher. Comment tu vas faire pour t'attaquer à ce côté-là? Bon, tu vois, ça a fait aussi partie de mon pitch de vente dans mes entrevues, où moi, je considère qu'une institution aussi prestigieuse au niveau académique, c'est une force, mais comme tu as dit, ça peut être une faiblesse aussi. Okay? Donc, c'est sûr que si on se concentrait, par exemple, juste sur le recrutement au Québec, c'est un peu comme à Concordia dans les 5 dernières années, on a vraiment focusé sur le Québec. C'était définitivement le plan de match de coach Collinson. Il y a des limites dans ce qu'on peut faire parce qu'effectivement, on doit perdre probablement, je vais dire un chiffre au hasard, 50-60% des joueurs qui n'ont pas nécessairement les notes pour rentrer ici. Fait que ça amène une stratégie qui doit être plus que provinciale. Ça veut dire c'est juste 50-60% des joueurs? Entre nous autres, là, c'est quand même élevé. Je pense que oui, parce que c'est sûr qu'il y a des programmes vraiment difficiles d'accès. Notre faculté de business des hôtels qui est incroyable, qui nécessite comme un genre de 29,5 de quotaire.
c'est beaucoup plus que ce qui est offert dans d'autres universités. Mais en même temps, ça vient avec le prestige. Si tu as la chance, par contre, de rentrer dans cette faculté de business-là, ben, tu as un futur qui va être brillant. Tu sais. Mais tu as des programmes comme éducation physique qui demandent 24 locataires. Tu sais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une espèce de gros jeu là-dedans. Tu sais, éducation physique, s'il y a bien un programme qui est populaire au niveau des étudiants athlètes, c'est ça. Puis j'étais donc fâché de ne pas l'avoir pendant 50 ans à Concordia. Ben, je me suis fait dire souvent coach, désolé, mais je veux être prof d'éduc. Tu sais, fait que je suis plus qu'enjoué d'avoir cette nouvelle carte dans ma main. Donc, tu sais, c'est sûr, au niveau de la diversité des programmes, tu sais, il y a tout à McGill, ça c'est intéressant. Fait que c'est ça, fait que ça prend un recrutement. Quand je vais m'adresser aux entraîneurs, chefs collégiaux dans les futures semaines, c'est sûr que la première question, c'est de savoir c'est quoi sa cotère, puis dans quoi il veut étudier. T'sais. Puis là, c'est certain qu'on va éliminer une partie des athlètes. Bon, dans le passé, il y a des choses qui ont été faites avec notamment la formation continue, ces choses-là. Ça, l'université veut se distancer de ça. Donc, ce que moi j'ai présenté dans l'entrevue, c'est que je veux qu'on soit à la recherche de ce qu'on pourrait appeler les typiques joueurs de McGill ou étudiants de McGill, donc des gars qui sont capables de combiner de l'excellence, oui, sur le terrain, mais à l'école, et ça, c'est essentiel. Fait que pour être capable de faire ça, d'avoir un nombre suffisant de recrues à chaque année, ben, ça va prendre la capacité d'avoir un plan au niveau national. Ça va même éventuellement être un plan au niveau américain dans notre recrutement. Parce que notre grand avantage, c'est si tu parles à un kid à Vancouver ou même aux États-Unis, il va savoir c'est quoi qui est écrit ici. Il va le savoir. Et puis il va savoir c'est quoi. Puis les Américains, des fois, s'amusent à nous appeler le Harvard du Canada. Donc, c'est l'expression, ça a l'air. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est une carte qui est super intéressante pour nous, mais c'est à moi d'adapter le plan de recrutement différent. Si j'arrive avec ce qu'on faisait à Concordia et je l'amène ici, ça ne marchera pas parce que je ne ramasserai pas assez de joueurs à chaque année. Donc, ça prend un plan provincial, ça prend un plan national, ça prend un plan américain. Puis j'ai déjà commencé à parler à des anciens, comme je te disais, j'avais au téléphone un gars de Toronto, carrière des années 70, avant-hier, si je me rappelle bien, qui est comme « Hey, on veut des nouvelles de McGill, on veut vous voir plus souvent. » Puis j'ai commencé à envoyer des courriels aux responsables d'associations aussi, des écoles secondaires ontariennes notamment. Puis je reçois, honnêtement, ce qui m'étonne le plus, c'est que je reçois une réponse hyper positive comme « Hey, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas envoyé des athlètes à McGill. Oui, bonne nouvelle, let's go, on est content d'entendre de vos nouvelles. » Encore une fois, sans avoir eu à travailler des semaines et des semaines pour ça, j'ai déjà du feedback positif des gens qui savent automatiquement c'est quoi McGill, puis évidemment tout le prestige qui vient avec ça. Là, c'est relativement neuf. Tu es encore en train de trouver tes coordonnateurs puis ton coaching staff, organiser ça. Mais ça reste qu'au niveau du recrutement pour cette année, tu l'as dit, c'est pas une finalité 2024, puis ça prendrait quelqu'un qui est un petit peu à côté de la traque pour penser d'évaluer tout de suite le succès que tu vas amener avec cette année. Tant mieux si ça marche, mais en tout cas, il faut laisser le temps aux choses d'arriver. Là. Ça reste il doit rester 2, 3, 4 gars par-ci par-là qui sont des gars que vous essayez d'accrocher. Que tu as peut-être vu quand tu étais à Concordia, que tu le sais qu'ils sont encore libres. Peut-être des gars que tu t'es fait donner des noms par les coachs qui sont sur place à McGill. À quel point tu es impliqué là, puis que tu penses que justement il y a une couple de gars là, qui pourraient annoncer leur arrivée en rouge prochainement? Au Québec, c'est pas mal terminé. Il n'y a pas beaucoup de cas au Québec en ce moment sur lesquels on travaille. Il y a des cas, par contre, au niveau du reste du Canada et aussi aux États-Unis. Puis des gars que je trouve intéressants sur film. Donc, on est en train de regarder ça justement avec les admissions. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut que je nomme l'avantage d'avoir un gars comme David Lessard qui travaille maintenant au niveau des admissions. Son mandat étant de faciliter, d'encadrer et de guider les étudiants athlètes et les entraîneurs au niveau du processus d'admission à McGill. Donc ça, c'est vraiment un avantage indéniable. Je parle à David à tous les jours. Donc je suis content d'avoir un gars de foot
dans le building qui est là pour nous aider là-dessus. Fait que, tu sais, ouais, quelques Canadiens, quelques Américains à qui on parle encore en ce moment. Fait que, tu sais, ça risque de... Puis, tu sais, ça, je vais saluer le travail là, de Dave Dufresne, de UC Pierre, de Ted Karabatsos, de Khalid Hicks là, qui met du temps en ce moment dans le recrutement, alors que moi, j'ai mes meetings de onboarding week. Là, donc, c'est ça. Fait que, ouais, encore probablement quelques annonces à faire d'ici la fin officielle là, du recrutement 2024. Puis là, camp de printemps qui arrive plus tôt que tard. Ouais. Comment on fait pour préparer ça? Est-ce que tu es capable de déjà préparer des choses ou en ce moment, justement, à cause du onboarding, à cause de tout, tu te fies pas mal sur les gars qui sont sur place en ce moment? Ouais, ben écoute, on va essayer de... Tu sais, le staff va être embauché avant le camp de printemps qui devrait se dérouler. Je dis devrait, là, ça reste à confirmer encore cette semaine pour moi, mais ça devrait se dérouler du 1er mai au 5 mai. Donc, ça va être un camp qui va être assez court, assez humble. Puis je pense que dans les circonstances, on n'a comme pas même le choix, le temps de s'installer. Là, donc, mais en même temps, ça va être une belle intégration à des nouveaux systèmes de jeu pour l'ensemble des joueurs, que ce soit à l'attaque, à la défensive ou sur les unités spéciales. Donc, même si ça ne sera peut-être pas le camp de printemps le plus efficace de l'histoire, au moins, ça va déjà être un premier pas dans la nouvelle direction qu'on va prendre au niveau des stratégies. Excellent. Écoute, Alex Surprenant, un gros merci, premièrement. Deuxièmement, félicitations. Je suis très content pour toi, Un parcours, tu en as parlé un peu, mais du succès, il y a eu en masse de succès un peu partout là, dans tout ton parcours. J'espère que tu vas amener ce succès-là à McGill. J'espère que le succès de McGill va se passer dans le RSEQ aussi. Je sais que c'est ce qui a été dit, mais c'est une affaire qui... on le sait, là, le RSEQ, en tant que groupe, ça reste 5 équipes. C'est fragile. Il ne faudrait pas qu'une équipe quitte ou décide d'aller ailleurs. Fait que j'espère que tout va se passer là. Je te souhaite le meilleur succès du monde. Puis évidemment, on aura l'occasion de se reparler. Puis on va assurément suivre ça de très proche, comme on fait à chaque année bulletin sportif. Mais écoute, très content pour toi. Félicitations encore. Puis à très bientôt, mon cher. Merci beaucoup, Philippe. Super apprécié. Salut.